Bonjour à tous, à la base j'avais agrémenté cette vidéo de plusieurs extraits du film, mais les droits d'auteur me sont tombés dessus et la vidéo ne pouvait pas être publiée. J'ai donc dû refaire tout mon merveilleux montage en remplaçant les extraits vidéo par des captures d'écran. Je sais que c'est moins fun, mais j'ai fait comme j'ai pu. Bon visionnage quand même. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas fait de vidéo, alors qu'en vrai ça fait 3 semaines. Mais pendant ces 3 semaines, j'ai eu 3 semaines de révision intensive et je sors de 2 jours d'écrit. Autant dire que là j'ai plus d'âme. Là actuellement je disparais. Donc on va se ressourcer avec Michel Oslo. Voilà, Michel Oslo va réunir mes chakras avec Dilili à Paris. Dans toutes mes autres vidéos sur Michel Oslo, quand on regarde la section commentaires, il y a quand même un truc qui revient souvent, c'est le côté ah, c'est les films de mon enfance. Et c'est vrai, c'est normal, c'est les miens aussi. Parce qu'ils sont tous sortis voilà, début 2000 à peu près. C'est là où beaucoup de gens les ont découverts quand ils étaient enfants. Dilili à Paris, il est venu après les autres. C'est le dernier long métrage de Michel Oslo. Il est sorti en 2018. Et là, du coup, c'est un peu différent niveau. Enfin, tu vois, on peut le découvrir, mais on n'a pas ce rapport de nostalgie. On n'a pas grandi avec. Il y a Paris que je suis allé le voir, j'avais quoi 18 ans, 19 ans, 17 ans, dans ces eaux-là. Voilà. Donc, déjà, il y a un rapport différent. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on le connaît moins. Azur et Asmar, Kirikou, c'est des trucs qui parlent à tout le monde. Même quand tu l'as pas vu, tu connais le nom, tu vois. Dilili à Paris, c'est compliqué. Dilili à Paris, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Dilili, qui vient de Kanaki, qui est métisse à moitié kanak et à moitié française, qui débarque à Paris, qui visite Paris et qui prendra vite part à une espèce d'enquête policière un petit peu ténébreuse sur des enlèvements de fillettes qui se déroulent depuis quelques temps. On ne sait pas qui c'est, mais il y a des fillettes qui disparaissent quand elles sont toutes seules. Et Dilly va tenter de percer ce mystère. On retrouve une petite vibe Skirikou, je vais pas vous mentir, avec une héroïne enfant et qui se sert de sa tête avant de se servir d'autre chose. C'est la marque de Michel Oslo, c'est super savoureux forcément. Dilili, elle est très attachante. Par contre, une particularité qu'a le personnage mais que n'a pas Kirikou, c'est que Dilili, elle est pas, comment dire, c'est pas du tout le mythe du bon sauvage qu'on essaie de faire croire. Le mythe du bon sauvage, c'est un truc le mythe du bon sauvage, c'est une idée qui a été popularisée par Rousseau, qui présente voilà, tous les gens autochtones comme oh, des sauvages qui vivent en paix avec la nature, qui sont primitifs. Voilà, une idée bien raciste qui continue de perdurer d'ailleurs aujourd'hui. Le film tord le cou à cette idée, mais dès le début. Dès les premiers plans du film, on nous montre voilà, ce qu'on pense être une tribu autochtone classique de Kanaki qui fait ses petits bails, sa petite vie tranquille. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont dans un parc naturel, sûrement pour étudier la géographie, à Paris, devant des gens qui sont en mode waouh, regardez, ils sont bizarres. Ça te montre directement que le principal enjeu du film, ça va quand même être la différence. Vraiment la différence. Et d'ailleurs, Aurel en fait les frais. Aurel, c'est lui. C'est lui. Il est cool, hein, il est gentil. Ouais, il est gentil. Mais lui aussi, au début, il prend un peu d'Illy pour n'importe qui. Toi, y en a parlé ma langue? Oui, mieux que toi, semble-t-il. Voilà, donc Dilly, ça va pas être la primitive qui ne connaît rien à la vie. Elle connaît rien à Paris, ou en tout cas pas grand-chose, mais c'est normal, elle vient de le découvrir. Pour autant, elle a été éduquée par Louise Michel. Ouais, rien que ça, rien que ça. Autant dire que c'est ça qui est drôle, elle s'exprime de façon extrêmement soutenue. Mais vraiment extrêmement soutenue. Genre, c'est aristocrate à ce niveau-là. Et c'est vraiment drôle de voir une gamine aussi vive, aussi enfantine, avec des manières quand même enfin, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle et ça crée l'identité du personnage. Donc c'est vraiment intéressant. Après, les petites formules de Miss du Grand Monde qu'elle fait, des fois, ça devient presque drôle parce qu'elle les répète tellement souvent. Genre, typiquement, sa formule pour se présenter à quelqu'un, parce qu'elle va rencontrer beaucoup de monde à Paris, c'est ça. Je suis heureuse de faire ta connaissance. Ah bah, je peux te dire qu'après, tu les comptes, hein, tellement, tellement ça revient systématiquement, c'est un délire. Je suis heureuse de te rencontrer. Je suis heureuse de vous 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 rencontrer. On a compris. Ouais, on a compris, dit Lily. On a compris. Je reste un peu sur les dialogues pour l'instant. Ils sont lents. Ils sont lents, c'est quelque chose à prendre en compte. Michel Oslo, il aime bien poser les choses, il aime bien la contemplation, il aime bien prendre son temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait énormément de courts-métrages, de petits contes, parce que ça se prête vachement à une diction lente. Là, c'est la première fois qu'on a un long-métrage de Michel Oslo où les personnages parlent très lentement.
Et je vous assure qu'au début, c'est un petit peu compliqué de s'habituer à cette nouvelle diction. Vous voyez où je veux en venir? Ouais. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Mais au début, c'est particulier et faut s'accrocher un peu. Faut passer les. Après, tu rentres dedans, ça te pose pas de problème. Mais c'est une ambiance très spéciale quand même. Après, je sais pas si ça peut être un défaut ou pas. Ça peut être un défaut, mais c'est un choix artistique. C'est un choix calculé par Oslo. Parce qu'on retrouve cette diction très lente dans le dernier Kirikou et dans Prince et Princesse aussi. Parce que voilà, ça s'adapte là. Mais si tu compares à Azure Asmar ou au premier Kirikou, ah ouais, là, niveau lenteur, on y est. Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Le film en particulier, il a la vocation d'être très contemplatif. Pendant son enquête pour trouver les responsables des fillettes assassinées, quelle horreur, des fillettes disparues, Dilili, du coup, elle visite Paris. Et on visite avec elle. Le film, c'est clairement un prétexte pour te montrer le Paris du 19e siècle. Oui, j'ai pas précisé ça, ça se passe au 19e siècle. Donc Dilili fait sa vie, elle se balade dans le triporteur d'Aurel, son ami, et c'est vraiment bien. Les deux ont une relation vraiment super, un peu grand frère, petite sœur, qui est vraiment super. Les décors, oh là là, les décors. De toute façon, Michel Oslo, c'est toujours magnifique. Michel Oslo, généralement, il a quand même l'habitude de nous présenter des paysages très exotiques, tu sais, des contrées lointaines, des pays inconnus, plein de couleurs et tout. C'est la première fois qu'il fait bon, déjà une ville, mais surtout une ville européenne. C'est très, c'était vraiment nouveau pour lui. Il n'avait jamais fait ça avant. Donc là, il se débrouille en incrustant de la photographie en arrière-plan pour bien montrer les décors, les décors réels en fait. Certains monuments historiques, certaines façades qui sont cultes à Paris, ça rend super bien avec le style un peu 2D pastel du réalisateur. C'est vraiment savoureux. Quand tu te balades vraiment à Paris, c'est vraiment génial. Mais bon, les décors, s'il y avait que. Mais ce qu'on voit surtout à Paris, c'est les gens, les personnalités. On a un véritable catalogue de toutes les personnalités historiques de la ville. On a en vrac Auguste Rodin, Sarah Bernard, Louise Michel, qu'on a aussi, Louis Pasteur, on a Louis Pasteur, on a plein de peintres, on a Marie Curie aussi, on a Marie Curie, on en a plein, je pourrais même pas les citer tous ici, mais ils sont remplis. Et je parle même pas des lieux, on a le Moulin Rouge avec la fameuse danse, ce qui est quand même vraiment génial. Le film est vraiment là pour nous montrer la richesse de Paris, la richesse du Paris du 19e siècle, principalement d'un point de vue culturel, mais aussi scientifique, politique, hein. On veut vraiment nous montrer Paris comme voilà, le monde, un microcosme de tout ce qui est incroyable dans le monde. Bon alors perso, je suis provincial, hein, j'habite en Normandie. Paris, ça me fait pas rêver. Paris, ça me fait pas trop rêver. Donc bon, cette image un peu carte postale de Paris, heureusement que c'est le 19e siècle. Hein. Et encore, même au 19e, il n'y avait pas que des gens bien nourris et bien éduqués et bien cultivés. Mais ça, le film le montre. Et c'est un truc que j'apprécie. Dans sa visite de Paris, Aurel n'omet pas de montrer à Dilili la misère. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Paris, surtout au 19e, il y a une grande partie de la population qui vit de façon très 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 pauvre. Et c'est ça aussi, Paris. C'est ça, voilà, il n'y a pas que des Sarah Bernard et des Louise Michel partout. T'as aussi des pauvres gens qui galèrent. Si Dilili veut rencontrer tous les gens un peu famous de Paris, c'est pas non plus juste pour sa culture personnelle, enfin, même si c'est le cas, mais c'est aussi et surtout pour tenter de retrouver ces fillettes assassinées. Assassinées, faut que j'arrête de dire ça, hein, je sais pas pourquoi. Si, c'est parce que je pense à la ligne verte. Je pense à la ligne verte, c'est pour ça. Donc, je redis, elle veut découvrir le mystère des fillettes disparues. Putain, faut que j'arrête, hein, faut que j'arrête. Donc c'est pour ça qu'avec l'aide d'Aurel, qui connaît un peu tout le monde parce qu'il est coursier, elle va demander en fait à toutes les personnes influentes de la ville, qu'est-ce que vous savez de cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, qui peut m'aider? Ah, tu devrais aller voir machin, tu devrais aller voir machine, elle a beaucoup d'influence dans ce quartier. Donc c'est il y a une situation logique. Donc cette histoire de fillette disparue, je vais y arriver, disparue. Pourquoi du coup? Pourquoi? Eh bien, c'est l'œuvre d'un terrible groupe ténébreux nommé les Malmaîtres. Voilà. Si vous n'avez pas compris, oui, c'est un groupe patriarcal, clairement. D'où l'intérêt d'enlever des fillettes. Peut-être de les assassiner après, en vrai, on ne sait pas. Le groupe des Malmaîtres, c'est ni plus ni moins qu'un groupe de masculins, en fait, qui pensent que les femmes ont pris le pouvoir et que du coup, en kidnappant les fillettes, ils vont les rééduquer pour être des bons objets bien serviles pour les hommes, en fait les remettre entre gros guillemets à leur place finalement. Donc c'est vraiment, en plus de la différence ethnique, le film aborde énormément
la lutte des genres, la lutte des sexes. Donc on a vraiment une grosse part au féminisme. Mais encore une fois, c'est classique de l'œuvre de Michel Oslo. Oslo, il adore le féminisme, hein. Donc ouais, c'est pertinent. Et c'est très intéressant. Même si, bon, le nom du groupe, les Malmaîtres, je me demande si vous êtes méchants. Je me demande si vous n'êtes pas des mascus. Ouais, bon, c'est pas très subtil. C'est pas trop subtil cette partie-là, en fait. C'est un peu dommage. Par contre, le message des Malmaîtres, c'est-à-dire leur raison de s'en prendre aux femmes, je la trouve cohérente. Enfin, non, non, je reformule. Elle n'est pas cohérente, mais je veux dire, comment dire, elle existe en vrai. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Enfin, non, putain. Ah, je m'exprime trop mal, c'est horrible. Pas ce qu'ils disent, mais on va dire ce qu'ils pensent. D'autres gens le pensent dans notre monde à nous. À Paris, les lois naturelles ont été bafouées par les femmes qui ont pris le pouvoir. Il faut corriger Paris pour éviter que cette abomination ne s'abatte sur le monde. Oui, enfin, le pouvoir est encore limité. L'université est ouverte aux filles. Et mon pauvre ami, c'est une femme qui te commande. C'est vrai. Toute cette partie, des gens de notre monde le pensent et le disent. Tu vas dans n'importe quel coin d'internet qui parle de féminisme, t'as ce genre de message à côté. T'as ce genre de commentaires. T'as n'importe quel hommage à une grande femme de la vie culturelle ou historique, t'as ce genre de message à côté. Donc c'est quand même quelque chose de pertinent. Il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que c'est quand même abusé. Malheureusement non. Enfin, ce que le mec en violet vient de dire, c'est malheureusement une pensée partagée par beaucoup de gens. Donc c'est à la fois paradoxal et en même temps, non, c'est pertinent de le mettre. Et c'est d'autant plus pertinent dans le film avec la visite de Paris qu'on a eue, parce qu'on a rencontré plein de femmes géniales. Bon, Sarah Bernard, dont j'ai déjà parlé, Marie Curie, rien que ça. Et t'en as plein d'autres, hein, Louise Michel encore que j'ai cité, mais t'en as des centaines, sauf que j'ai eu la flemme de faire toute une liste de tous les personnages, parce que bon, là c'est un peu chiant, ça fait vraiment catalogue, hein. T'as vraiment l'impression qu'on te dit regarde, il y a eu ça de bien, il y a eu ça de célèbre. Mais n'empêche, on te montre que plein de femmes au 19e siècle en France sont badass et ont un vrai impact sur les choses. Et c'est super. Et c'est aussi pour ça la raison de la création des Malmaîtres. Ils disent oh, vous avez vu, elles prennent le pouvoir, elles sont importantes. Donc forcément, le film a eu des critiques de oui, on veut montrer que les femmes sont incroyables et que les garçons sont méchants. Ben non. Il y a aussi des hommes célèbres qui sont montrés dans Zilili. Je pense que on est facilement sur un niveau d'égalité. Peut-être un peu plus de représentation des femmes, mais pas tant que ça non plus. Non, on nous montre aussi des gens, des hommes très célèbres, beaucoup de peintres, mais aussi des écrivains. On a Marcel Proust, s'il te plaît. Là encore, on pourrait reprocher au film justement de montrer une vision très cool de la condition des femmes, hein. Finalement, on ne voit aucune femme souffrir, à part dans le joug des malmaîtres, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Mais à aucun moment, les grandes femmes historiques qu'on voit, à aucun moment elles sont rejetées par les hommes, à aucun moment elles sont décrédibilisées par vraiment leur père, quoi. Alors que je pense que ça ne fait pas être du gâteau non plus. Genre Louise Michel, bon, on la voit pas beaucoup, mais à mon avis, je la connais pas précisément. Je sais qu'elle a fait beaucoup de politique et tout, qu'elle était avec le peuple. Je pense qu'elle a dû avoir pas mal de critiques sexistes à l'époque. Donc c'est un peu ça qui est paradoxal, quoi. C'est genre, voilà, tout le monde est génial, le sexisme n'existe pas, sauf pour les méchants masculins terrés dans les égouts. Ben, voilà, c'est un peu simpliste comme réflexion. Mais bon, on va dire que c'est pour la beauté de la représentation de la femme et de l'humanité. Donc les fillettes enlevées, elles deviennent quoi? Eh ben elles sont recouvertes d'un grand drap noir et elles sont entraînées à marcher à quatre pattes pour bien montrer le côté objet, le côté servilité. Et si ça vous rappelle un autre drap noir qu'on met sur les femmes, ben oui, cette pensée est partagée par beaucoup de monde. On en a fait la reproche à Michel Oslo, genre oui, ça ressemble un petit peu au voile de la religion musulmane, ton bordel. Michel Oslo a dit que c'était pas du tout à ça qu'il pensait. En vrai, pourquoi pas? Enfin, je le crois. Peut-être il a pas dû se rendre compte, à mon avis, de la comparaison un peu dommage qu'on a pu faire. Mais enfin, quand même, il aurait pu s'en rendre compte. Je veux dire, ouais, c'est la représentation, c'est un truc auquel tu penses quand tu le vois, quoi. Mais bon. Bon, inutile de dire que les fillettes sont sauvées par Dilili, qui s'est quand même fait kidnapper à un moment, hein, mais qui a réussi à s'en sortir avec son courage et avec ses amis, parce que bon, quand même, elle est petite. C'est vraiment, vraiment bien. Bon, la fin, c'est un petit peu.
Je trouve la fin est un peu rushée, genre les délivres, bon c'est très beau la façon dont c'est fait, mais je sais pas, il me manque un petit truc je trouve. Une petite... j'aurais attendu un vrai démantèlement des mascus, tu vois, enfin des malmaîtres, un vrai, une vraie morale on va dire. Mais après c'est précisé que le chef de la police lui-même fait partie des malmaîtres, donc oui c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs le film, il montre bien que c'est pas encore, que c'est pas méchant homme contre gentille femme, parce que parmi les malmaîtres, t'as aussi des femmes qui sont là, qui sont en mode oui, allez, dominons les fillettes, allez, marchez à quatre pattes les fillettes. Voilà, toujours ce genre de personnes où tu te demandes, mais pourquoi? C'est comme les Arabes qui votent Le Pen. Enfin bon, je m'égare. Bref, Dili à Paris, c'est pas le film de Michel Oslo où il y a le plus d'action, on va dire. C'est quand même assez contemplatif. Mais même dans la contemplation, c'est pas juste une carte postale. Enfin, peut-être un peu, mais c'est une carte postale vivante. Les personnages vivent, la relation entre Aurel et Dilili est super bien faite. Dilili est très attachante. Aurel aussi, il a vraiment cette position de grand frère qui est, je l'ai déjà dit, hein, mais qui est vraiment touchante. Son amour pour sa ville aussi, qui est quand même très bien retranscrit. Et puis encore Dilili, quoi. Dilili, elle est géniale. Dilili est tellement touchante. En fait, il y a vraiment un bon équilibre entre sa nature très aristocratique et son besoin de jouer, son jeu avec la corde à sauter. Et en même temps, sa découverte, c'est des choses toutes simples. Parce que voilà, de base, Dilili, bah, elle n'a pas de famille, elle n'a plus de famille. Elle se retrouve un peu sa famille de cœur finalement avec Aurel et avec tous les autres. Il y a des choses très basiques et ouais, des choses, des gestes affectifs qu'elle n'a pas et dont elle est en demande, bah, comme une enfant en fait. Et ça rend vraiment la chose très touchante. Viens ici, que je te fasse un câlin. C'est quoi un câlin? Tu viens sur mes genoux, tu te serres contre moi et je te serre. Et nous restons comme ça. Qu'y a-t-il? On ne m'avait pas enseigné ce procédé. Il est excellent. Et voilà, c'était Dilili, c'était le dernier film de Michel Oslo, le dernier film en tant que long métrage, hein, parce que je sais qu'il a fait un autre truc il y a pas longtemps, là, le pharaon, le prince et je ne sais quoi. Peut-être que j'en parlerai un jour, enfin bon, on verra bien. Mais Michel Oslo, quoi. On reparlera d'autres films d'anime, mais il y a d'autres réalisateurs français qui n'attendent que moi, enfin qui n'attendent que nous. Donc on verra bien ça. Mais en attendant, regardez Dilili, c'est vraiment un super voyage.